Bonjour, bienvenue au cours Poésie et Versification. Cette semaine encore, on va analyser le poème Vieille chanson du jeune temps de Victor Hugo. Nous allons suivre toutes les étapes qu'on avait faites en classe et on va un petit peu rappeler les règles pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, la première étape, c'est de relever le niveau métrique, donc la syllabation. Alors, vous avez un petit rappel ici. Pour repérer et comptabiliser les syllabes, on les sépare graphiquement par un trait oblique, un slash. Cette opération s'appelle scander un vers ou faire le décompte des syllabes ou encore procéder au découpage du vers. Donc, la semaine passée, on avait procédé au découpage du vers. On va le faire un petit peu ici, juste pour vous rappeler un petit peu ce qu'on avait déjà fait. Donc, le niveau métrique, la syllabation, le titre, Vieille chanson du jeune temps, un poème de Victor Hugo. Alors, je ne songeais pas à Rose, Rose au bois vint avec moi, nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres, je marchais à pas distraits, je parlais des fleurs, des arbres, son œil semblait dire après ou dire après, donc ça dépend comme vous voulez prononcer. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols, j'allais, j'écoutais les merles et roseux les rossignols, moi, 16 ans, et l'air morose, elle vint, ses yeux brillaient, les rossignols chantaient rose, et les merles me sifflaient. Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait, fraîche et creuse, sur les mousses de velours, et la natura moureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu, je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Alors, un petit rappel des règles. Alors, vous pouvez le remarquer ici. Alors, il y a certains E que j'ai surlignés en rouge, certains en jaune. Alors, vous vous rappelez qu'on a dit que le E muet est célide ou ne se prononce pas ou ne compte pas quand il est en fin de vers, quand il est devant une voyelle. Alors, vous avez les règles ici. Alors, la détermination du nombre de syllabes ne se fait pas au hasard, en particulier pour le E muet instable caduc. La première difficulté dans le décompte des syllabes réside dans le statut du E, dit muet, qui parfois est prononcé, donc est compté pour une syllabe et parfois ne l'est pas. Le E muet ne compte pas, on dit surtout qu'il s'élide dans les cas suivants. En fin de vers, même s'il est suivi d'un S, donc j'ai oublié là, même s'il est suivi d'un S ou un ENT, à l'intérieur du vers, quand il est suivi d'une voyelle, devant un mot commençant par un H muet, à l'intérieur d'un mot lorsqu'il est placé entre une voyelle et une consonne, par exemple frapper, on va pas dire frapper, entre consonne et voyelle, comme dans le verbe s'asseoir, on dit pas s'asseoir, on dit s'asseoir. Alors, en faisant le décompte des syllabes, on avait relevé qu'il s'agissait d'un heptasyllabe. La mesure, c'est l'heptasyllabe, qu'il s'agit de 9 strophes ou 9 quatrains. Ce sont des strophes isométriques, c'est-à-dire elles comportent le même nombre de vers, le même nombre de syllabes aussi. Alors, passons à un autre niveau.
Donc on a relevé le niveau métrique, passons à un autre niveau, qui est le niveau phonique ou le niveau sonore. Et là, on va analyser les rimes. Alors, je ne songeais pas à rose, rose, on a moi, chose, quoi, arbre, trait, marbre, après, perle, ol, perle, merle, rossignol, rose, briller, rose encore, siffler, etc. Donc, voilà. Vous avez le poème qui est le poème qui va révéler un petit peu une présence importante de certaines assonances qu'on peut déjà relever à partir des rimes. Donc là, j'ai mis un petit rappel pour vous des qualités des rimes. Une rime est dite riche lorsque 300 au moins sont en commun entre les deux vers, par exemple, marbre et arbre. Une rime est suffisante lorsque 200 sont en commun, par exemple, rose et chose. Une rime est pauvre si elle ne comporte qu'un seul son en commun, par exemple, beau et château. Alors pour la disposition des rimes, on a parlé des rimes plates ou suivies. C'est les rimes qui se succèdent sur le schéma A, B, B. Par exemple, là, on a A, B. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une rime croisée. Donc, on a les rimes croisées, les rimes s'alternent, le schéma A, B, comme dans ce poème, ou les rimes embrassées, les rimes externes encadrent les rimes internes dans le schéma A, B, B, A. Alors, vous pouvez par exemple observer la qualité et la disposition des rimes et relever les assonances et relever les allitérations. C'est ce que j'ai fait un petit peu ici. Alors, on a les sons en re et ze qui se répètent, en e, a, o, en fe, re, be. Donc, vous pouvez les remarquer en bas de chaque strophe. Vous pouvez procéder ainsi, ça vous rendra les choses un peu plus claires. Vous allez pouvoir voir plus précisément les sons qui se répètent. Donc pour chaque strophe, vous pouvez relever les allitérations et les assonances. Alors, un petit rappel de l'allitération et de l'assonance. En vers comme en prose, le sens et l'harmonie d'un texte dépendent en grande partie du choix des sonorités. Le retour de sonorités semblables voisines à l'intérieur d'un même mot, deux mots différents dans un même vers à l'intérieur, créent des échos suggestifs, c'est-à-dire des sons qui suggèrent un sens, et produit des effets qui soulignent le sens global du poème, renforçant le point de vue ou l'intention du poète. Pour l'assonance, c'est la répétition des sonorités vocaliques identiques ou voisines à intervalles rapprochés, c'est-à-dire la répétition des voyelles, des sons vocaliques. L'allitération, c'est la répétition de sonorités consonantiques identiques ou voisines à intervalles rapprochés. Alors, ce procédé s'accompagne d'effets divers, sifflements, comme le S, fluidité, comme les consonnes liquides, claquements, pour le ge, le que peut-être. Ça dépend en fait du poème, qui seront interprétés en fonction du poème et dont l'intention varie selon la disposition des sons dans le vers. Alors pour analyser l'allitération comme pour l'assonance, il faut caractériser le son de l'allitération, c'est-à-dire le relever, et relever le sens du vers, c'est-à-dire ce dont parle l'auteur, et donc associer ce son au sens en montrant que ce son, il est fait pour exprimer tel effet et tel sens. Alors, je reviens un petit peu là, toujours au niveau sonore. Par exemple, vous vous rappelez, on a dit vieille chanson du jeune temps, c'est une chanson. Donc sûrement, on aura des allitérations et des assonances qui vont nous donner l'effet d'une chanson que le poète est en train de chanter, qu'il s'agit d'une chanson.
qui a énormément de sonorité, énormément d'écho, énormément de fluidité, énormément de sifflements, de sons qui se répètent pour créer en fait un chant, une musique. Ça peut être aussi associé au lyrisme, à l'expression des sentiments, puisqu'on avait déjà dit dans le cours que le lyrisme se rapporte à la lyre, que c'est un poème chanté, que c'est l'éloge de la nature, l'éloge de l'amour, etc. Donc on peut associer tout ça, on peut expliquer que ces assonances et ces allitérations sont en train de mettre en valeur le lyrisme dans le poème. Alors, niveau rythmique, puisqu'on a dit que c'est un heptasyllabe, que les vers de moins que 8 syllabes ne contiennent pas de césure, là on va parler de la coupe. Et comme on l'avait dit en cours, la coupe c'est une pause respiratoire. Elle se place immédiatement après la syllabe accentuée, qui constitue un temps fort du rythme. Cette pause respiratoire doit se traduire lors de la lecture. La répartition de ces silences est un facteur d'harmonie du vers. Alors, je ne songeais pas à Rose, Rose au bois, vint avec moi, nous parlions de quelque chose, je ne sais plus quoi, j'étais froid comme les marbres. Donc en lisant, vous allez pouvoir remarquer ces coupes. Alors, rappelez-vous que le E muet, on ne prend pas d'accent, c'est-à-dire on ne peut pas couper devant un E muet. C'est en fait, ça touche la syllabe accentuée. Donc elle doit être prononcée. Alors, dans le poème, on avait aussi remarqué la présence de l'enjambement, du rejet. Donc, on a dit que l'enjambement de vers à vers, c'est lorsque la phrase ne s'arrête pas à la fin du vers, mais qu'elle déborde jusqu'à la césure ou à la fin du vers suivant. Alors, on a aussi l'enjambement sur des strophes. On parle d'enjambement strophique, si par exemple une phrase commence ici et se termine dans la strophe suivante. Il y a ce blanc typographique, mais on a le sens qui se termine dans la strophe qui va suivre. Là, on parle d'enjambement de strophe ou d'enjambement strophique. Alors, le rejet est un procédé qui consiste à rejeter au début du vers suivant. Donc, on parle de rejet externe ou après la césure, c'est un rejet qui est après la césure, et on parle de rejet interne, c'est un élément verbal court, généralement un mot, qui se rattache étroitement par la construction au vers ou à l'hémistiche précédent, et qui par ce détachement métrique est mis en valeur. Alors, on peut par exemple ici voir « Je ne songeais pas à Rose ». C'est une phrase complète, il n'y a pas d'enjambement, il n'y a pas de rejet. « Rose au bois vint avec moi ». La même chose, nous parlions de quelque chose, le sens est complet, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres, je marchais à part distrait, je parlais des fleurs des arbres, son œil semblait dire après. Jusqu'à là, on a chaque vers et le sens de chaque vers est complet. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'un autre vers, d'un vers qui le suit. Donc, on n'a pas d'enjambement, ni de rejet, ni de contre-rejet. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols, j'allais. J'écoutais les merles. Donc, regardez le verbe aller. J'écoutais les merles. J'écoutais les merles et les rossignols, et les roses, les rossignols. Donc, on a j'allais. C'est un verbe qui n'a pas de complément d'objet. On a une rupture à cause de la ponctuation. On a une phrase qui commence. J'écoutais les merles et roses, les rossignols. Donc là, on a un contre-rejet. On a un contre-rejet. Donc cette phrase, normalement, qui devait descendre et venir dans ce vers-là, a été mise en valeur et mise dans le verbe qui précède. Moi, 16 ans, et l'air morose, elle vint ses yeux briller. Les rossignols chantaient roses, et les merles me sifflaient. Là, on a un enjambement, puisque la phrase ne se termine pas ici, mais continue jusqu'au deuxième vers, qui est le 4e dans la strophe. Alors, vous pouvez, on avait relevé tout ça en classe. Je vais donc passer au niveau lexical. Alors essayez par exemple de relever les champs lexicaux dans chaque strophe. Alors on avait le verbe songer, qui a un parfait.
on avait Rose, qui est le nom de Rose. Ça nous fait suggérer, ça nous réfère à une femme qui s'appelle Rose. On a Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. On a songer, qui est un verbe à l'imparfait. On a vint, qui est le verbe venir au passé simple. Moi, nous, le verbe parler à l'imparfait. Le verbe savoir, qui est en forme négative. Je ne savais pas, je ne sais plus de quoi. Et qui est conjugué au présent. Donc là, on a en fait un champ lexical qui se rapporte à deux personnes. Un moi qui est celui de l'auteur, un nous qui présente le poète et Rose, et on a Rose. On a donc les personnages, la présentation comme il s'agissait d'une présentation de personnages. Alors deuxième strophe, on a j'étais froid comme les marbres. C'est le ton utilisé pour la description de l'état du poète, froid comme le marbre, marché imparfait, distrait pour décrire encore l'état du poète, parler des fleurs. On est un petit peu dans la méditation, on est dans la contemplation de la nature. Je parlais des fleurs, des arbres et des fleurs. Son œil semblait dire après. On a le mot œil qui commence un petit peu à nous référer à Rose. Commence à voir les traits physiques de Rose qui vont émerger dans le poème. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles et Rose les rossignols. Là, en jaune, vous avez le champ lexical de la nature qui est souligné. Rose, perle, taillis, merle, rose encore, rossignol. Donc, on commence à voir le champ lexical de la nature qui émerge dans le poème. Moi, 16 ans, elle est morose. Elle vint, ses yeux brillaient. On a encore le retour à la description des yeux de Rose, des yeux qui brillaient. On a le champ lexical de la nature, rossignol, merle. On a un champ lexical aussi qui va apparaître, celui des saints. Écouter, le chant des merles et des rossignols. Chanter, siffler. Alors, Rose, droite sur ses hanches. On a aussi le mot hanche qui réfère à Rose. Et on a la description des traits physiques de Rose. Beau bras. Donc on a la beauté de Rose, le bras. On a la hanche, le bras, la beauté, son bras blanc. Le mot bras est répété 2 fois pour insister sur la beauté du bras. Dans la 6e strophe, on a encore le champ lexical de la nature. Eau, courée, fraîche, la fraîcheur. Alors on a ce qui est sensationnel, on a effet sensationnel qui va aussi apparaître dans le poème. Creuse, ça veut dire, ça réfère au sang de l'eau qui va produire un effet sonore. On a aussi opposition entre le sang de la nature et les bois sourds. Donc, on étudiera cet élément plus tard. En fait, on a l'association entre sonorité et silence. C'est ce qu'il faut analyser en parlant aussi des rythmes et de l'harmonie aussi, de la chanson. Alors, on a sur les mousses de velours et la nature amoureuse. On a le verbe dormir. Dormait dans les grands boisseaux. Un silence pour marquer le silence par rapport au bruit de la nature, au chant des oiseaux. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas sans pieds nus. Encore. Rose, la description de la beauté de Rose, du petit pied de Rose, ce pied qui est nu. On a les qualificatifs qui définissent un petit peu les traits physiques de Rose. Dans la 8e strophe, on a encore le mot bois qui se répète. Je ne savais pas,
Je ne savais que lui dire, je la suivais dans le bois, le mot bois qui réfère encore à la nature, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Donc on a aussi le comportement de Rose qui essaye de séduire le poète à travers le sourire, le soupir, les yeux qui brillent, les regards. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit, n'y pensant plus, dit-elle, depuis j'y pense toujours. Donc, dans ces deux derniers vers, on remarque un petit peu le regret du poète qui était un enfant innocent de 16 ans et qui n'avait pas remarqué la beauté de Rose. C'est un petit peu ironique comme poème, il y a une tonalité un petit peu ironique, un peu de regret. Alors, dans cette 9e strophe aussi, on a le mot belle qui va référer à la beauté de Rose. On a le grand bois sourd qui se répète comme un refrain, comme pour insister en fait sur ce rapport entre le silence et la sonorité et oui, le chant, les bruits de la nature et le silence. Alors, passons aux figures de style. Alors, on va étudier les figures de style dans une prochaine séance, vous exposer les différentes figures de style. Alors, la plupart des figures de style, elles sont faites pour personnifier la nature, pour lui donner un aspect vivant, pour lui donner les traits d'une femme aussi. On a la comparaison aussi, on a les métaphores. On va un petit peu revenir au poème pour les voir davantage. On va relever quelques-unes, quelques figures de style. Par exemple, je ne songeais pas à Rose, Rose au bois. Donc, regardez, une comparaison ici. J'étais froid comme les marbres. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols, une personnification de la nature. Les rossignols chantaient rose et les merles me sifflaient. Donc on a encore une personnification de la nature, personnifiant les oiseaux. Donc on a la personnification aussi de la nature à travers le bois qui dort. Voilà, dormait dans les grands bois sourds, c'est le vers que je cherchais. La nature amoureuse, c'est une personnification. Dormait dans le grand bois sourd, c'est aussi une personnification de la nature. Alors rose comme nom, c'est aussi une métaphore. C'est la métaphore de la jeunesse, de la beauté, de la fraîcheur qui est attribuée à la jeune femme. Alors les thèmes ou les thématiques dans le poème, on a le thème de la nature, à travers la personnification de la nature, les champs lexicaux, ou le champ lexical de la nature. On a le thème de la séduction, Rose qui essaye de séduire le poète, le thème de la jeunesse, j'ai 16 ans, elle a 20 ans, etc. On a le thème du regret qui est très présent à la fin du poème, et à travers, par exemple, je ne songeais pas à Rose, pour montrer que il y a un certain regret, voilà, il y a certains vers qui le montrent. Je ne songeais pas à Rose, j'étais froid comme les marbres. J'avais 16 ans et l'air morose. Je ne vis pas sans pieds nus. Dans le texte, on a énormément de verbes qui sont conjugués à l'imparfait, qui est le temps de la description, mais c'est aussi un temps qui se rapporte au souvenir, à une émotion qui s'est déroulée dans le passé, mais qui est encore ressentie et présente dans l'esprit du poète. Alors les vers qui sont présents, par exemple, depuis j'y pense toujours, pour montrer l'état actuel du poète qui regrette un petit peu de n'avoir pas saisi cette opportunité.
on a le thème du regret, le thème du souvenir, le thème de la beauté de la femme, on a le lyrisme à partir de la chanson, les figures de mots qui sont les assonances et les allitérations, la musicalité et le chant des oiseaux. Donc, alors comment organiser tout ce qu'on vient de relever, toutes les idées qu'on vient de relever? Eh bien, cette fiche pratique vous sera très utile parce qu'elle va vous permettre de questionner le texte poétique et de relever normalement ce qui est essentiel pour votre analyse. Donc, la première approche qu'il faut normalement adopter, c'est relever la nature et le genre du texte. Est-ce qu'il s'agit d'un poème régulier, un sonnet, un poème en prose, etc. Il faut déterminer le but de l'auteur, qu'est-ce qu'il cherche à dévoiler, de quoi parle-t-il, à qui parle-t-il. Vous pouvez adopter également une approche biographique en reliant je ne sais pas, un élément qui se rapporte à la vie de l'auteur, au poème par exemple dans Demain des lobes, quand on a parlé du sentiment de deuil ressenti par le poète, on l'a mis en relation avec la perte de sa fille, le décès de sa fille. Alors le lexique, on a aussi relevé le registre de langue, les champs lexicaux, etc. Les images, les figures de style, analyse des vers, des sonorités, des rythmes, etc. La syntaxe et surtout le sens du poème. Quelle est l'idée que le poète veut nous transmettre? Qu'est-ce qu'il veut nous faire ressentir à travers ce poème? Donc, c'est un petit peu la méthode ou la fiche pratique qui vous permettra d'organiser un petit peu vos idées. Alors, vous allez remarquer que la nature, le genre, de quoi parle l'auteur, l'approche biographique, tout ça, vous allez l'utiliser dans l'introduction. Tout ceci, vous allez l'utiliser dans l'introduction. Alors, pour cette partie qui est la lecture méthodique, ces éléments-là, vous allez les utiliser dans le développement. Alors, donc je disais, ces éléments-là, vous allez les utiliser dans l'introduction, mais il n'y a pas que ça, parce que après vous allez devoir relever. Je disais, ces éléments, vous allez les utiliser dans l'introduction, mais il n'y a pas que ça. Vous allez normalement devoir relever aussi une problématique à travers les thèmes qu'on avait déjà recensés et les organiser en plan. Vous pouvez utiliser les thèmes, ces thèmes-là, sélectionner 3 thèmes ou 2, ceux qui vont englober les autres pour créer vos axes de lecture. Donc tout ceci, nous allons l'aborder davantage dans le cours de jeudi. Sur ce, je vous dis bonne journée. Si vous arrivez à rédiger une petite analyse à partir de ces éléments qu'on avait relevés, vous pouvez me la remettre par email. Donc, essayez d'utiliser, vous n'avez pas besoin à ce stade de relever la problématique et le plan, mais essayez quand même de rédiger une petite analyse du poème en entier, pas en strophe comme on a déjà fait en classe, mais là essayez de relever par thème. Par exemple, le thème de la nature, il est discuté du début à la fin du poème. Vous pouvez par exemple l'étudier. Le thème de l'amour, ou plutôt on a un petit peu la description physique de Rose, vous pouvez le relever comme thème, et vous pouvez comme 3e thème étudier par exemple le regret ressenti par le poète et relever tous les registres, tous les champs lexicaux, toutes les figures de style qui dévoilent un petit peu ce regret. Et à bientôt.